On s'imagine souvent la tech comme un monde, bah, très masculin. Et pourtant, en 2014, il y a une femme qui est surgie de nulle part et qui a promis de tout faire exploser. Róża Ignatova. Exactement, surnommée la Crypto Queen. Sa promesse, c'était une révolution financière, rien de moins. Mais la réalité, c'était beaucoup plus sombre. Ah oui, on parle d'un des plus grands braquages de l'histoire. 4 milliards de dollars, 3 millions de victimes, et puis, plus rien. Elle s'est volatilisée. En octobre 2017, elle disparaît complètement des radars. C'est une histoire qui a vraiment tout d'un thriller. Et pour bien comprendre, il faut se remettre dans l'ambiance de 2014. Le Bitcoin venait d'exploser et il y avait ce sentiment partout. Le fameux FOMO, la peur de rater le coche. C'est ça. Tout le monde avait un ami, un cousin qui disait « Ah, si seulement j'avais mis 100 € en 2011 ». Le terrain était, disons, parfaitement préparé pour quelqu'un qui arriverait en disant « Voici votre deuxième chance ». Et cette personne, elle avait le profil parfait pour qu'on la croie. C'est peut-être ça la clé de tout. Róża Ignatova, ce n'est pas l'image de l'escroc de base, quoi. Pas du tout, on parle d'une femme bulgare, brillante, diplômée d'Oxford, un doctorat en droit. Ah oui, quand même. Son CV était un bouclier. Qui irait se méfier d'une personne avec un tel pédigré? Elle a utilisé ça comme une arme de crédibilité massive. Et c'est la question qu'on va explorer aujourd'hui. Comment a-t-elle pu construire cet empire, OneCoin, et surtout, que cache sa disparition, qui reste un mystère total? Alors pour commencer, il faut parler de sa stratégie. C'était du génie marketing. Il y avait un slogan, c'est ça. Un slogan qui a tout de suite marqué les esprits. Un slogan ultra simple et ultra efficace. OneCoin, c'est le Bitcoin killer. Radical. En une phrase, tout est dit. Tout. Elle se compare à la seule chose que les gens connaissent, le Bitcoin, et elle promet de faire mieux. Mais là où elle est très maligne, c'est qu'elle ne s'adresse pas du tout aux geeks de la tech. Non, au contraire. Elle les évite comme la peste. Sa cible, c'est le grand public. Elle ne vend pas un produit, elle vend un rêve. Oui, les sources sont unanimes là-dessus. Elle ne parlait quasiment jamais de blockchain ou de technologie. Elle vendait un statut, le rêve de sortir du quartier. Exactement. Et pour vendre ce rêve, pas de démo sur un ordinateur, mais des shows. Des shows gigantesques. On a tous vu les images de Wembley. Il faut s'imaginer la scène, c'est fou. Ce n'est pas une conférence, c'est un concert de rock. Des milliers de gens, la musique à fond. Elle arrivait sur Girl on Fire d'Alicia Keys. Ah oui. Oui. Et elle, au milieu, en robe de soirée, couverte de diamants, une vraie rockstar. Et son discours, c'était quoi? Toujours le même. Très simple, très puissant. Elle jouait sur le regret. Vous avez raté le train du Bitcoin, mais ce n'est pas grave. L'histoire vous donne une deuxième chance, et elle s'appelle OneCoin. Devenir riche, maintenant. Une urgence. Il fallait sauter dans le train tout de suite. C'est ça. Et ça créait une communauté, un sentiment d'appartenance. Les gens se recrutaient en famille, entre amis. Du coup, douter de OneCoin, ce n'était plus juste être prudent. C'était trahir le groupe. Voilà. C'était être le rabat-joie qui empêche les autres de devenir riches. Et derrière cette façade de révolution populaire, il y avait un mécanisme bien connu. Le plus vieux du monde. Un système de Ponzi. Un marketing pyramidal pur et dur. L'argent des nouveaux paye les anciens. Tant que le robinet des nouvelles recrues est ouvert, la musique continue. Et tout le monde a l'impression de gagner de l'argent. Et Róża, avec son luxe, ses yachts, ses fêtes, elle était la preuve vivante que ça marche. C'est exactement ça. Son succès apparent validait l'investissement. Mais j'ai une question qui me turlupine. Pour qu'une crypto existe, même en façade, il faut une blockchain, non? Ce grand registre infalsifiable, c'est le cœur du réacteur. Comment ils ont fait? Alors là, on touche au cœur du génie de l'arnaque. C'est le moment où l'histoire devient vertigineuse. C'est-à-dire? La réponse est d'une simplicité désarmante. Il n'y en avait pas. Comment ça, il n'y en avait pas? Il n'y avait pas de blockchain. Jamais. Attends, pardon, Sian. Rien. Zéro. Pas même une imitation, un truc bidon? Zéro. Rien. Nada. C'était une fraude totale et intentionnelle dès la première seconde. Le cœur de la promesse n'a jamais, jamais existé. Mais alors, comment on gère 4 milliards de dollars? Comment on fait croire à 3 millions de personnes que leur argent prend de la valeur si ce n'est écrit nulle part? C'est là que l'audace frôle l'art. Une des sources le décrit de manière très crue. Je cite, « C'était juste un vieux tableur Excel où on changeait les chiffres manuellement. » Non! Un fichier Excel? Sérieusement? Oui, oui, un simple fichier Excel. T'es en train de me dire que des employés à Sofia, en Bulgarie,
ouvrait un tableur et tapait des chiffres au pif pour faire croire à des gens partout dans le monde que leur investissement venait de doubler. Exactement ça, ce détail du tableau Excel, il est terrible. Il montre le fossé immense entre la façade, le jargon Wembley, et la mécanique réelle, qui était d'une simplicité enfantine. Ça en dit long sur le pouvoir de la persuasion quand même. Et sur la façon dont l'appât du gain peut éteindre tout esprit quiétique. Et pendant ce temps, Rouge a mené la grande vie. Palace, un yacht à 20 millions de dollars, des fêtes incroyables, le tout sur le dos de 3 millions de personnes dans 175 pays. C'est un braquage planétaire, sans armes, juste une bonne histoire et un Excel. C'est un crime basé sur la manipulation de l'espoir. C'est ça le plus dérangeant. Mais bon, ce genre de système finit toujours par s'effondrer. En 2017, le vent tourne. Le FBI commence à s'intéresser de très très près à OneCoin. Et Rouja, elle, est au courant de tout. Comment? Apparemment, elle avait des indices, des sources très haut placées, y compris au sein des autorités bulgares, qui l'ont prévenu. Attention, l'étau se resserre, les Américains vont te tomber dessus. Donc on n'est plus dans une simple arnaque là. On est dans le crime organisé, avec des protections. Tout à fait. Ça laisse penser qu'elle n'agissait pas seule, qu'il y avait des réseaux puissants derrière. Et face à cette menace, sa réaction est... Spectaculaire. Le 25 octobre 2017, elle va à l'aéroport de Sofia. Elle prend un vol Ryanair, Un vol Ryanair, oui. destination Athènes. Elle descend de cet avion, et c'est tout. C'est la dernière fois qu'on la voit. Évaporée. Une disparition aussi nette, ça ne s'improvise pas du tout. Disparaître comme ça, plus une seule trace bancaire, plus un appel, rien. C'est une opération de pro. Ça sent les faux papiers, les complicités. C'est certain, ce n'est pas une fuite en panique, c'est une exfiltration organisée. Et elle laisse qui derrière pour gérer le bazar? Son petit frère, Konstantin. Il a essayé de tenir la boutique, mais il n'avait pas le charisme de sa sœur. Il s'est fait arrêter quelques mois plus tard et il a fini par collaborer avec le FBI. Mais la reine, elle, était déjà loin, avec une bonne partie du trésor. C'est devenu un fantôme. Un fantôme qui est aujourd'hui sur la liste des 10 personnes les plus recherchées du FBI. C'est la seule femme de la liste. Et la récompense a été augmentée, je crois. Oui, à 5 millions de dollars. Forcément, une telle disparition, ça alimente toutes les théories, même les plus folles. La nature a horreur du vide, c'est bien connu. Les sources en mettent surtout deux en avant. La première, c'est la théorie face-off, on pourrait dire. Ah, la chirurgie esthétique. C'est ça. L'idée, c'est qu'elle aurait utilisé sa fortune pour changer complètement de visage, de corps, et qu'elle vivrait cachée, peut-être sur un yacht dans les eaux internationaux, protégée par des mercenaires. C'est le scénario de la criminelle toute puissante qui a maîtrisé son destin, du début à la fin, y compris sa propre sortie de scène. Et puis il y a l'autre théorie, beaucoup plus sombre, la théorie du nettoyage. Là, on parle de la mafia bulgare. Exactement. Plusieurs enquêtes la lient à un parrain local, un certain Taki. Ce réseau l'aurait protégé, aurait blanchi une partie de l'argent. Dans ce scénario, son rôle change complètement. Elle n'est plus le cerveau. Elle est une façade, une figure de proue charismatique utilisée par des criminels de l'ombre. Et quand le FBI s'est rapproché, elle est devenue un risque, un témoin trop gênant. Un témoin qui en savait beaucoup trop. Voilà. Et ses protecteurs seraient devenus ses bourreaux. Une rumeur tenace dit qu'elle aurait été assassinée sur un bateau en mer Ionienne, peu après sa fuite, le corps jeté à la mer. Pour garantir son silence à jamais et garder le butin. Donc d'un côté, on a le cerveau ultime, et de l'autre, le pion sacrifié. C'est fascinant. Était-elle celle qui utilisait la mafia ou l'instrument de la mafia? La vérité est sûrement quelque part entre les deux. Mais quoi qu'il en soit, cette histoire prouve une chose. Dans le monde des cryptos, qu'on croit si technique, le plus grand risque, ce n'est pas un bug dans le code, c'est l'humain. Elle a joué avec l'espoir de millions de gens. C'est ça, le braquage parfait. Il n'est pas technologique, il est psychologique. Elle n'a pas piraté un système, elle a piraté le cerveau humain. Une leçon intemporelle, en fait. Tout à fait. Et le prix de son ambition. Le mystère est total. Et au-delà de son destin personnel, ça nous laisse avec une réflexion peut-être plus importante encore. Cette histoire est un rappel brutal de la facilité avec laquelle la promesse de l'argent rapide peut, aveugler la raison. La vraie question, ce n'est pas seulement où est Rouja Ignatova, c'est plutôt combien de crypto-queens potentielles sont là maintenant, prêtes à exploiter exactement les mêmes failles de notre psychologie.